Bonjour amateurs du ballon rond, c'est Nick, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Mentale. Avant de commencer, on tient à remercier Soccer IQ Tachereau de nous ouvrir leurs installations aujourd'hui et de nous accueillir pour ce tournage. On est dans un centre de performance où il y a beaucoup de jeunes qui s'entraînent, qui travaillent, qui rêvent. Et c'est justement pour ça qu'on tient cette discussion juste ici. Parce que derrière le football, derrière les parcours, il y a aussi le mental, les choix, les moments de doute et parfois les remises en question. Si en France, on a eu le droit à la propagande Ousmane Ballon d'Or, ici à Montréal, on a eu le Joachim Ballon d'Or. Petit clin d'œil à mes collègues dont s'en foutent. De Montréal en passant par l'Italie, le Calcio, avant de revenir en ville, c'est Joachim Milly qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Mentale. C'est parti, générique. Joachim, merci d'être là avec nous aujourd'hui. On te sent aussi dans un tournant quand même assez décisif de ta jeune carrière. Comment tu te sens toi aujourd'hui? D'abord, merci à toi, Nick. Je suis content d'être ici. Shout-out à Jordi qui nous a link up. Shout out. Comment je me sens? Je suis enthousiaste. J'ai vraiment hâte de commencer. On commence toujours par le présent parce que le présent dit aussi qui on est, mais aussi d'où ce qu'on vient. Aujourd'hui, tu es gardien au FC Supra. Quand tu te retrouves à signer et tu prends la peine aussi de regarder ton parcours, quand on va parler, c'est quoi qu'on dit qu'on a le stylo dans la main au moment de signer? C'est une belle question. C'est quand tu prends du recul puis tu penses un peu à ton parcours, là, tu regardes un peu dans l'arrière, tu sors un peu de la caverne. Moi, quand je signais, mais avant, quand ça se concrétisait, je me disais, ouais, si je peux, en 2026, jouer un match pro, alors, 3 ans après mon dernier match pro, parce que j'ai joué mon dernier match pro en Italie je pense le 3 avril 2023, 4 avril 2023. Puis je me dis, si je peux rejouer un match pro 3 ans après, quand je vais regarder ma vie plus tard, quand je vais être plus vieux, genre, je vais pouvoir dire que j'ai fait beaucoup de trucs, puis qu'il y a comme un petit aspect de résilience, de ténacité en ce qui a trait à mon parcours qui est quand même beau, honnêtement, puis que je trouve ça vraiment plaisant. Parce qu'en revenant d'Italie aussi, tu as pris cette décision de revenir dans le monde amateur à Montréal. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à retourner dans le circuit ici? Mais tu sais, tu dis revenir dans le monde amateur, mais pour moi, dans le monde amateur, je reviens cette année en 2025, donc 2 ans après, ouais, environ. Parce que, mettons, en 2023, je fais la pré-saison avec un club de Série C. Ça se passe vraiment bien, puis il me demande d'attendre un peu avant de signer parce qu'il voulait voir s'il pouvait prendre un gardien plus jeune en prêt. Donc là, moi, je leur dis tout de suite non. Je veux pas attendre, je veux pas que. Si vous voulez me prendre, vous me prenez maintenant. Puis je décide, peut-être un peu sur un coup de tête, je décide d'arrêter complètement le foot. Je reviens à Montréal, je m'inscris à l'université, puis mon frère me dit envoie un courriel au coach de l'UDM, ça se peut que ce soit le fun. Je suis un peu hésitant, mais je finis par l'envoyer. Puis je commence un parcours à l'Université de Montréal avec les Carabins. Par la suite, j'en ai déjà parlé, j'ai commencé à Saint-Laurent officiellement cette année, cet été. Ouais. Mais je commence officieusement en 2024, l'été 2024, donc l'été du championnat canadien, à m'entraîner un peu avec eux par ce par-là. Ouais, genre ça s'est fait un peu par. C'était des concours de circonstances à chaque fois. Tu sais. Tu dis partir sur un coup de tête de l'Italie, mais est-ce que c'était pas aussi une décision derrière cette décision que c'était peut-être un peu réfléchi? Ouais, en effet, t'as raison. T'as raison parce que je me rappelle que moi, je pensais arrêter même la première année de mon dernier contrat, c'était 2 ans en Série C. Puis je me rappelle même à la fin de ma première année de contrat, ça se passe pas trop comme j'avais espéré. Tu sais, il y avait quand même des grosses attentes à mon égard cette année-là.
Puis déjà cette année-là, je commence un peu à aller voir mon frère. Mon frère il est en échange à Milan. Puis je commence à voir un peu la vie étudiante, à voir un peu des choses qui sont en dehors du foot. Puis je commence à m'intéresser un peu à d'autres choses qu'au foot. Puis c'est là que je commence à avoir le doute de peut-être arrêter. Tu sais. Puis donc non, en effet, c'était pas tant un coup de tête quand on y pense bien. Mais c'est quoi vraiment la raison de ce doute? C'est plutôt la pression, c'est peut-être le stress de performance ou c'est vraiment peut-être la vie de foot qui, qui crée Euh, peut-être un ras-le-bol? Honnêtement, c'est pas la pression performance, c'est peut-être la pression liée au fait que tu es tout le temps insécure dans tes choix de vie. Là. Ok. Non, c'est-à-dire, tu dépends tout le temps de tes prochains contrats, tu dépends tout le temps d'un bon match ou d'une bonne saison ou d'une blessure. Puis ça, ben, ça me plaisait pas trop. Genre, j'étais un peu, j'avais un peu de l'incertitude par rapport à ça. Puis j'avais aussi une partie de moi qui trouvait ça, qui trouvait un peu le temps long en tant que joueur de foot. Tu sais. À cette époque-là, je faisais un peu de cours aussi à distance, mais rien de sérieux. Ok. Puis je trouvais que j'étais pas tant utile à la société, si on peut dire ça de même. Tu sais, je trouvais que j'avais une vie un peu. Je savais pas grand-chose. On Ok. peut le mettre de même, surtout quand tu joues pas tant, puis quand tu es un gardien puis tu joues pas tant, tu trouves le temps long. Tu sais. Hmm. Donc, ouais, c'est un peu tout ça. Et à ce moment-là de ton retour à Montréal, c'est quoi que tu ressentais le plus? L'envie de rejouer, de te reposer ou autre chose? Non, ben en fait, je ressentais pas l'envie de me reposer, loin de là. Quand j'ai découvert les carabins, ça m'a un peu redonné envie de jouer au foot. En fait, ça m'a vraiment redonné envie de jouer au foot. Puis malheureusement, je devais purger une année de suspension parce que après, tu dois attendre un an après ton dernier match pro pour pouvoir jouer universitaire. Ok. Donc, moi, j'arrive l'été 2023, mais mon dernier match pro, je le joue en avril 2023. Fait que la saison d'automne universitaire, je peux pas la jouer. Ok. Donc, la motivation, elle vient de... je m'entraînais beaucoup, je m'entraînais quand même assez beaucoup, puis je travaillais vraiment fort à l'école. Hmm. Donc, cette motivation-là, elle vient de genre... Bon, j'ai peut-être, entre guillemets, échoué dans un parcours au foot, où j'ai un peu arrêté mon parcours au foot, mais je vais essayer, professionnel, c'est clair, mais je vais essayer de tout faire pour réussir dans un nouveau parcours universitaire, que ce soit surtout au niveau académique, mais aussi au niveau de gagner en tant que carabin. Tu sais. Hmm. Donc c'était ça qui me motivait. Est-ce que l'envie de vouloir être un joueur professionnel, de devenir pro, était toujours là même quand tu retournais dans le circuit universitaire ou c'était vraiment pas dans tes plans? Non, elle était pas là parce que je pense que, surtout à ce moment-là, tu sais, je me disais, bon, moi j'ai réalisé beaucoup plus que de ce que je rêvais, c'est-à-dire j'ai joué des matchs professionnels. Non seulement j'ai des contrats professionnels, j'ai joué des matchs professionnels, puis je me rappelle que quand j'étais jeune, mon rêve ultime, c'était d'avoir un contrat professionnel. Puis j'étais quelqu'un de très réaliste, voire pessimiste. Puis, puis moi, mon objectif, c'était signer un contrat professionnel, peu importe ce que c'était, je voulais avoir un contrat professionnel, être payé pour jouer au foot. Tu sais. Non. Puis, ben, fast forward à mon premier contrat professionnel, c'était en Serie A. Ouais. Donc, j'étais comme. Quand j'arrête, je me dis, bon, ben, j'ai peut-être pas accompli ce que je voulais à ce. Tu sais, Ton idéal? mon idéal à ce moment-là. Mhm. Mais le jeune, moi, qui s'entraînait au parc, puis qui il arrivait même pas à faire les sélections régionales, il arrivait même pas à. Il était coupé de l'académie. Le jeune, moi, de ce moment-là, jamais il se serait dit à 19 ans, tu signes ton premier contrat en Serie A. Donc, il y avait aussi un sentiment de. Le rêve, il est C'est accompli. ça, exact. Tu sais. Mhm. Voilà. Mhm. Et aujourd'hui, tu attends quoi de cette future saison? Une performance, une stabilité ou simplement du plaisir? Simplement du plaisir. Je pense que, ben, tu sais, du plaisir, ben, je pense que le plaisir passe à travers le succès. Ouais. Je pense que je suis rendu à un point dans ma carrière, un point en tant que personne, que le plaisir passe à travers le succès collectif et non individuel. Puis la nuance est pour moi vraiment importante à ce jour parce que euh, j'ai eu plus loin, plus tard, surtout dans le carrière, j'ai eu des moments où je jouais pas puis que j'ai été capable de m'épanouir nonobstant ça. Parce que le collectif était tellement fort. Tu sais. Mhm. Puis ben, cette année, au Supra, j'espère qu'on va être capable
d'avoir un collectif vraiment fort qui va faire que moi, je vais accumuler en tant qu'individu, je vais être capable d'avoir du plaisir que je joue ou non. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens plus apaisé ou tout simplement plus lucide? Plus lucide, honnêtement, parce que la faim que j'ai, je l'ai, t'as pas idée comment que j'ai faim. Parce que je me donne cette faim-là à travers. On a gagné le championnat avec Saint-Laurent, mais j'ai perdu le championnat canadien avec les Carabins. Donc, je me trouve tout le temps des trucs qui me font que je vais m'entraîner. Ouais. Puis que ce soit de ne pas avoir gagné avec les Carabins ou que ce soit de lire des trucs comme le président Pacentino qui met des beaux mots à mon égard, ben ça me donne une décharge d'énergie que t'as pas idée parce que je me dis, waouh, il y a du monde qui croit en moi, il y a du monde qui m'ont fait qui m'ont élu, qui m'ont donné le poste du premier gardien de l'histoire de cette équipe, qui me donne envie de repayer leur confiance de malade, puis de tout donner. Puis je parle pour moi, mais je pense que c'est la même chose pour les Charles Auguste, pour les gars qui ont comme une deuxième chance, comme moi. Je pense qu'on est vraiment, vraiment enthousiaste. Avant de revenir sur ton parcours, j'aimerais aussi qu'on parle du poste, pas du gardien idéal, mais de toi. Quand on dit, aujourd'hui, on aime beaucoup dire qu'un gardien, ça doit être bon au pied. Mais pour toi, si tu devais faire l'espèce de portrait robot d'un gardien idéal ou peut-être le gardien que tu aspires à être, que tu es, il ressemblerait à quoi? Gianluigi Donnarumma. Hmm. Non, ben évidemment, moi je ne pourrais pas être Gianluigi Donnarumma juste par le physique, juste par. Ouais, c'est un grand gaillard. C'est ça. De un, puis de deux, c'est un alien pour gardien de but. Il y en a vraiment pas. Il y en a un par 20 ans, un gardien comme lui, selon moi. Mais bon, tu me demandes cette question-là, puis quand j'ai vu Pep Guardiola se faire poser cette question-là, pourquoi tu prends Donnarumma à la place d'Ederson, je pense que tu peux faire un peu l'espèce de contraste, ça. le contraste exact. Ben, pour moi, c'est que le gardien, sa fonction primaire, ça doit être d'empêcher le ballon d'entrer dans le but. Or, en 2025, tu dois savoir jouer au pied parce que le foot a tellement évolué que tu peux plus juste balancer. Genre, ça marche juste plus, juste par le fait que les 6 mètres se jouent maintenant dans la boîte. C'est juste ce simple fait-là. Donc, je sais pas, honnêtement. Tu penses un peu que le gardien, il a perdu son essor avec, tu vois, on parlait de Pep Guardiola, les années 2010, le tiki-taka, on a surtout parlé de cette espèce de gardien libéraux qui doit vraiment être bon au pied. Alors que peut-être, et là on voit un peu le contraste avec Guardiola qui change de fusil d'épaule en prenant Donnarumma qui est peut-être moins bon au pied. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le PSG l'ont laissé partir cet été. Est-ce que tu penses que le poste de gardien de but perd un peu de son essence en elle-même? Ben moi, je pense que c'est des trends, honnêtement. Je pense que c'est des cycles parce que, ben, tu dis le tiki-taka, Pep Guardiola, il change un peu sa manière de jouer, en guillemets, parce qu'à un moment donné, quand tu as du succès avec un certain modèle de jeu, ben, éventuellement, il va y avoir des personnes qui vont comprendre comment jouer contre ce modèle-là, puis qui vont s'adapter, puis qui vont trouver des manières de défier ce paradigme-là. Puis, ben, ça va faire que le jeu va constamment évoluer. Donc, non, je pense pas que le gardien ait perdu son essence. Je pense que en ce moment, en 2025, dans ce moment présent du foot, le gardien doit être bon au pied. Dans mon avis personnel, en premier lieu, il doit défendre le rectangle, puis il ne faut pas que le ballon il rentre dans le but. Là. Et pour un gardien de but, c'est quoi la différence entre jouer propre et jouer juste? Ah, elle est vraiment importante. Moi, je te donne un exemple. Je vois souvent des gardiens qui vont jouer bien, tu sais. Ils vont jouer bien la transversale sur le latéral. Mais le ballon va arriver parfaitement sur le latéral, mais il va avoir l'ailier de l'autre équipe qui va être à 2 mètres de lui, puis qui va le charger, puis qui va le presser. Ton ballon était parfait, bien joué.
ta stats sur Wisecout, quand tu vas voir tes stats à la fin du match, ils vont être bonnes parce que le ballon est arrivé direct sur le joueur. Mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le choix juste? Pas nécessairement, tu sais. Donc, elle est là un peu la différence pour moi. Et dans un match, qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir en tant que gardien? Est-ce que c'est la parade, la lecture de jeu, ou c'est peut-être le sentiment que tu peux dégager pour ton équipe, la sérénité? La sérénité, je pense que ça va sans dire. La parade, je pense que j'inclus ça aussi dans la sortie aérienne. Tu sais. Ouais. Dès que tu fais une intervention, tu sors sur un corner, tu sors de ta boîte. Dès que tu fais un geste décisif, un geste technique décisif, maintenant, je pense que c'est plus satisfaisant en tant que gardien, vu qu'on est des gardiens dans l'âme. C'est plus satisfaisant de faire un arrêt ou faire une sortie aérienne que de faire une bonne side volley ou de faire un bon 6 mètres. Tu sais. Ouais. Moi, en tant que gardien, parce que moi, je suis un gardien qui a commencé jeune gardien puis qui aimerait un gardien, mais il y a des gardiens qui adorent jouer avec les pieds puis qui voudraient être des 6 s'ils pouvaient. Tu sais. Mais moi, personnellement, c'est plus les sorties aériennes, les parades. C'est pas difficile pour un gardien de garder sa concentration pendant 90 minutes? Ouais, c'est qui? Ramsdale, il parlait de ça dans un podcast. Ouais. Il disait, lui, il n'arrive pas, il doit chanter et tout. Donc, ouais, c'est vraiment dur. Maintenant, je pense que est-ce que c'est absolument nécessaire d'être fully locked in pendant 90 minutes comme si tu étais en train de faire un examen vraiment important? Je sais pas, je pense que c'est par moment. Il faut que tu sois capable d'avoir le contrôle sur ta concentration puis être capable de savoir, d'avoir un trigger. Moi, j'en ai des triggers dans ma tête qui me disent, OK, genre là, t'es plus en pleine conscience, genre t'es plus en train d'être conscient, genre tu penses à autre chose, faut que tu log back in, genre faut que tu te reconcentres. Puis si tu as cette capacité de retourner dans un état de flow, dans un état de concentration, c'est ça le plus important. Parce qu'avec avec du recul, le poste de gardien de but, c'est quand même le poste, sans faire de fausses modesties ou quoi que ce soit, c'est le poste le plus ingrat dans le football. Parce que tu te retrouves que un numéro 6, par exemple, il perd le ballon, ou il fait une erreur, ça va à la limite. Mais un gardien, normalement, quand ça fait une erreur, que ce soit de concentration, technique, c'est but. Comment on gère aussi cette espèce de pression constante, et surtout si on fait une erreur, j'imagine que dans ta jeune carrière, tu as pu en faire. Comment on se relève par rapport à ça? Parce que la critique, le regard, tu fais une erreur, puis les joueurs te regardent, ou quoi que ce soit, ou l'entraîneur à la mi-temps ou à la fin du match qui peut peut-être te saborder, ou toi-même en tant que gardien, tu sais que c'est de ta faute, c'est ton erreur. Comment on se relève de tout ça? C'est drôle ta question parce que je me rappelle dans le podcast avec David Chouanian, je pense que tu dis l'attaquant c'est un poste ingrat, ça se fait. Ouais, c'est ouais. Mais pour moi c'est les deux. Le plus ingrat. Le nôtre c'est le plus ingrat parce qu'on est moins payé. Moi, en plus, je suis moins payé que toi. Non, c'est une note plus sérieuse. Comment qu'on se relève de ça? Je pense qu'il y a une différence importante entre faire une erreur vraiment grave qui coûte un but puis faire une erreur tu rates un peu ton dégagement. Ouais. Je pense que si tu rates ton dégagement ou tu rates une sortie aérienne, moi personnellement en tant que gardien, mais j'ai parlé aussi avec d'autres joueurs, l'important c'est de retourner dans la simplicité pour ramener ton ratio d'action positif, tu sais, au-dessus de 50, mettons, au-dessus de 0,5, au-dessus de 50%, pour te dire, bon, j'ai raté une longue balle maintenant ou j'ai raté une sortie aérienne maintenant. Prochaine fois, je vais faire une décision je vais être sûr que ça va être la bonne décision, puis qui va faire que je vais être capable de me remettre en confiance dans mes actions, dans mon taux d'action réussite, d'action échouée. Ça, c'est pour les petites erreurs. Pour les grosses erreurs, pour moi, l'important, puis ça m'est arrivé une grosse erreur cette année en Ligue 1, c'était ma première à vie, je pense, une grosse erreur au pied. Ben, tu sais quoi, les actions d'après que j'ai faites, là, j'ai joué tous les ballons sur Charles Auguste, sur le 6, des ballons difficiles. Parce que je me suis dit, bon, j'ai fait une erreur, so what? Je peux pas jouer avec la peur. Je peux pas jouer avec la peur. Donc, il faut que je fasse des ballons plus difficiles. Donc, moi, c'est ma manière de get back up après une grosse erreur. On va reculer un peu avant les stades, les contrats. On va parler un peu de la maison. La maison où le petit Joachim Mini il a grandi, c'était plutôt calme ou turbulent? C'était quand même un peu turbulent parce que j'avais un frère qui jouait au foot, qui était un peu plus vieux que moi.
OK. On compétitionnait dans tout, à FIFA, au foot, au hockey, dans tout ce qu'on faisait, on compétitionnait. Donc, turbulent à cet égard, mais sinon, très calme. Tu te faisais laver ou pas par le grand frère? FIFA, en vrai, c'était peut-être 70-30. Mon frère était meilleur. OK. Au foot aussi, jusqu'à un certain point. euh, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, dans le fond, c'était peut-être un peu meilleur. Ouais. Hmm. Ton grand frère, il évolue à quel poste dans le Il foot? était gardien. OK. Ouais, Parce fait que c'est lui qui t'a donné un peu cette petite ouais, piqûre? absolument. C'est lui qui m'a donné la piqûre, puis c'est lui qui m'a aussi vraiment aidé pas aidé, mais motivé à suivre ce rêve-là. Parce que je me rappelle qu'on allait s'entraîner, on passait des 3 heures au parc un samedi matin. C'était vraiment, on était vraiment dédié, on était vraiment focus là-dessus. Puis moi, il y a des moments où j'arrivais pas, genre, j'avais vraiment de la misère, genre, les gestes techniques me sortaient pas, j'arrivais pas à faire, je faisais aucun arrêt à l'entraînement. Puis mon frère me disait, ben, tu penses que Michael Landreau, tu penses que Jérémy Janot, tu penses, il me sortait plein de gardiens. Tu penses que Gianluigi Buffon, tu penses que ces gars-là étaient meilleurs que toi à 12-13 ans, tu penses qu'il y avait quelque chose de plus que toi à 12-13 ans. Euh, Ces mots-là me marquent à ce jour parce que c'est vrai, genre. Puis c'est ces mots-là qui me motivaient à tout le temps retourner au terrain ou à tout le temps m'entraîner, peu importe le nombre d'erreurs, peu importe les difficultés que je rencontrais. À la maison, le football, c'est un rêve ou juste un jeu au départ? Non, c'est tôt, ça a été un rêve, autant pour moi que mon frère. Euh, Mon frère, il s'est rendu compte que ça allait un peu moins le faire quand même assez tôt. Euh, mais, mais moi, j'ai eu la chance de réussir d'accomplir mon rêve, entre guillemets. Puis, donc, ouais, c'est un rêve assez tôt. Hein. Hmm. Et est-ce que tes parents ils t'ont toujours soutenu ou ils ont toujours dit il faut avoir l'école en plan B? Euh, je te dirais que ils m'ont toujours soutenu de loin, vraiment, dans le foot. L'école, ça a tout le temps été important, ça va sans dire, mais ils étaient vraiment enthousiastes à l'idée que j'aille jouer au foot professionnellement en Italie. Puis à ce jour, même si je me fais plus vieux et tout, ils veulent vraiment que j'essaie de continuer à jouer au foot. Hmm. Et si on devait te décrire un peu, si tu devais te décrire plutôt comme enfant, est-ce que tu étais tranquille, intense, rêveur? J'étais, c'est drôle, j'étais vraiment turbulent, vraiment un jeune qui avait beaucoup d'énergie, qui j'aimais beaucoup rire avec les. Je me moquais beaucoup des jeunes aussi. J'étais quelqu'un de vraiment chambreur. Je pense que le Ouais. mot c'est chambreur. Ouais. Je le suis à ce jour, mais quand j'étais jeune, ça passe un peu moins parce que bon, il n'y a pas le deuxième Ouais. degré, surtout quand on est jeune. Ouais. Donc ouais, j'étais ce gars-là. Parce que tu avais aussi cette folie, on aime dire que les gardiens, ils sont quelque part dans l'âme, ils sont fous. Est-ce que tu te considères aussi comme ça? Puis ils m'ont fait récemment dans le média là-dessus. Mais non, moi je me considère pas fou, au contraire. Je pense que je suis juste. Ça me dérange pas d'être un peu différent à certains égards. Maintenant, est-ce que je suis fou? Ça, c'est pas à moi de te le dire. Ça faudrait que ce soit autrui Ouais. qui te le confirme ou qui te l'infirme. Est-ce que tu te souviens aussi de tes premiers terrains, l'odeur, l'ambiance? Ouais. C'était comment? Ouais, je me rappelle que moi, je jouais aussi au hockey, puis mon père, je pense qu'il voulait plus que je joue au hockey. Mais quand j'étais jeune, surtout jusqu'à, je pense, 10 ans, je jouais attaquant, puis je frappais les coups francs. J'étais un peu plus grand que les gens à mon âge, je prenais des têtes. Donc ça, c'était vraiment des beaux souvenirs. Marquer des buts, j'adorais vraiment. Là. Donc, tu as commencé comme attaquant? Ouais, vraiment jeune, attaquant. À 10 ans, je pense que je suis devenu gardien. Ok. Puis après, j'ai juste pris la piqûre de gardien, puis ouais. Et est-ce que tu penses aussi que tes origines italiennes, Ouais. et ta culture aussi t'a un peu façonné dans l'homme que tu es devenu aujourd'hui à travers les années? Bonne question, mais puis j'en parle tout le temps. J'en parle souvent quand même à ceux qui me demandent c'était comment vivre 7-8 ans en Italie. Puis je leur dis que bon, je fais de 15 à 23 là-bas. Puis je pense que 15 à 23, c'est exactement l'âge dans lequel un homme ou une femme ou une personne se forme en tant qu'humain, forme son identité, non? Donc ça m'a vraiment, sous certains aspects, j'ai vraiment pris des traits italiens, des coutumes italiennes qu'à ce jour j'ai encore parce que je veux pas, c'était dans une partie de ma vie, dans
dans une partie de ma vie où j'étais vraiment malléable, où j'avais vraiment la possibilité de changer un peu mon caractère puis mes coutumes. Ouais. Avant l'Italie, il y a aussi une vraie construction. Ton parcours dans le monde amateur, tu es passé par Rosemont, Ouais. Panenius, Repentigny aussi. Exactement. Qu'est-ce que chaque club t'a apporté? Parce que là, j'imagine que tu fais aussi l'espèce de changement entre attaquant et gardien de but. Exact, c'est à Rosemont que je deviens gardien. Ok. Puis bon, je fais mes débuts en tant que gardien. C'est un club de jeunes. Je sais pas à quel point ça m'a amené de quoi, là, très honnêtement. Puis à 13, 12, non, à 12 ans. 11 ou 12 ans, je fais on dirait le Move Cub à Panenius. Ouais. Non, je transfère à Panenius parce qu'il y avait une bonne équipe et tout. Puis c'était l'année, je pense, de sélection régionale. Avec les bons joueurs, là, Cédric Toussaint, qui ne m'a pas cité d'ailleurs dans son podcast, je vais m'en rappeler. Cédric Toussaint, Calin Kaledjouglou, il y avait une bonne équipe. Eux, ils m'ont appelé vraiment l'aspect d'être avec les meilleurs, en guillemets, d'un jeune âge. Puis après il y a un bref exode à l'Académie de l'Impact. Je pense en U13 ou en U14. Puis quand je me fais couper, ben, je retourne à... En fait, je change de club, je joue en 3 parce qu'à l'époque, il y avait les 3. Ouais. Puis ben, Repentigny est en 3, donc je décide d'aller jouer en U14, 3 si je ne me trompe pas. Je fais 1 an là-bas. Puis après, l'année d'après, je passe avec les... Je pense que l'équipe Repentigny disparaît. Mon groupe d'âge, on disparaît. Puis fait que je fais le saut avec les U18. Donc à l'époque, j'étais U15, je vais avec les U18. Ok, c'est quand même énorme Ouais, c'est ça, d'être surclassé à ce point-là. Ouais, c'était 2 ou 3 ans de surclassement. Puis ça se passe bien. Cette année-là, cette équipe-là, elle gagne le championnat canadien U18, championnat canadien U18 3. Et tu es titulaire dans cette équipe? J'étais titulaire jusqu'à ce que je parte en Italie, parce que ça, Ok. c'est l'année où je pars en Italie. Puis j'étais titulaire, mais je pense qu'il y avait aussi un autre gardien qui jouait des matchs. Mais je pense que j'ai joué quand même beaucoup de matchs jusqu'à temps que je parte en Italie. Puis quand je pars en Italie, eux, ils vont au championnat canadien, ils gagnent le championnat canadien. Et puis c'est ça, donc c'était mon parcours au Québec. Ouais. Alors, comment on passe de. On débute gardien de but à faire les détections de l'Académie de l'Impact et à être surclassé de 2-3 ans dans une équipe qui casse tout? On passe à ça, comment? Ben, c'est-à-dire, moi je pense que tu me dis qu'est-ce que chaque club t'a amené, mais moi je pense que c'était plus les endroits où j'ai été coupé, qui m'ont pas retenu, qui m'ont amené de quoi. C'est-à-dire que pour moi, quand je regarde avec le recul, là, mon parcours, je suis tellement reconnaissant d'avoir été coupé de l'académie. Puis ça, je leur fais pas de chandelle, mais je leur fais pas de. En tout cas, je relance pas des fleurs. Ouais. Mais je suis reconnaissant d'avoir été coupé de l'académie, je suis reconnaissant d'avoir été coupé des sélections régionales. Je suis reconnaissant de tous les échecs que j'ai vécus parce qu'ils m'ont vraiment donné cette faim-là d'aller m'entraîner puis de devenir meilleur. Puis quand j'y repense, hey, se faire couper, se faire mettre de côté à 14, 15, 13, 16, 17 ans, à voir, ça n'a tellement pas d'impact sur le long run, sur ta carrière, au long de ta carrière que c'est pas. Ça va pas définir où ce que tu vas arriver plus tard. Puis si ça définit où ce que tu vas arriver plus tard, pour moi, c'est positivement. Puis ça a été mon cas. Donc, ouais. Mais aujourd'hui, tu dis ça avec le recul. Mais le Joachim Milly qui a 13, 14, 15 ans, 17 ans, qui se fait couper, lui, il en pense quoi? C'est la fin du monde, non? C'est la fin du monde, mais ça. Tu pleures. Tu pleures, mais déjà à cette époque-là, j'avais cette mentalité-là de. Bon, aujourd'hui je pleure, mais demain, tu recommences à travailler, puis we move on, puis on va de l'avant. Là. Puis c'est tellement important pour les joueurs, mais aussi pour les gardiens. Surtout pour les gardiens. Et justement, quand on est dans cette équipe, on va dire, de Panenius qui casse tout, tu es dans des équipes qui dominent, qui sont performantes, mais par exemple, les sélections régionales, on le sait, c'est pas une fin en soi, mais tu n'es pas appelé. Le jeune joueur, comment il se sent? Parce qu'il se sent un peu sous-coté?
Non, en fait, je suis appelé avec les sélections régionales. Okay. Je fais les camps jusqu'à la dernière journée avant de partir pour le tournoi des régions. Nous, on n'avait pas les Jeux du Québec, nous, on avait le tournoi des régions. Okay. Puis le jour avant qu'on parte pour le tournoi des régions, le coach vient me voir et il me dit on va juste amener un gardien parce que j'aimerais ça amener plus de joueurs de champ. Puis là, moi, je suis vraiment triste plutôt. C'est une grosse déception. Mais à la fin de la journée, je n'étais pas titulaire. Puis je sais pas à quel point ça a changé quelque chose. Ça, peut-être pour les sections Team Québec, mais après, faire Team Québec ou pas, ça va voir les 2000 Team Québec. Je sais pas, il y en a combien qui sont peut-être Choco, mais vraiment pas beaucoup qui sont en train de faire quelque chose avec le foot. Là. Et justement, cette période amateur, est-ce que tu la vois aujourd'hui comme une période d'insouciance ou tu sentais déjà que tu avais de la pression à l'époque? Oh non, j'avais de la pression à l'époque. Je m'en mettais de la pression parce que moi, j'avais envie que le foot devienne mon métier. Puis, évidemment, à cet âge-là, il y en a des jeunes qui ne se mettent pas cette pression-là puis qui ne la sentent pas, cette pression-là, parce qu'ils savent qu'ils ne tiennent pas absolument à ce que le foot soit un métier. Mais moi, étant conscient des odds, des statistiques, parce que je me rappelle quand on était au secondaire, moi puis Carré, puis Choco, on était les deux seuls, je me rappelle, à ce jour, dans notre classe, qui disaient, tout le monde disait, non, moi je peux être aussi fort que Zidane si je veux. Moi puis Choco, on savait que statistiquement, les chances sont que tu ne vas pas y arriver. Là. Ouais. Donc, cette conscience-là que chances are you're not gonna make it, genre, ça nous a, je suis confiant que ça nous a poussé à travailler plus. Puis, Donc, aussi à un moment donné, il y a ce cap important, c'est l'académie du CF Montréal. Comment l'arrivée se fait? Est-ce que c'est des détections? Est-ce que c'est des appels? En fait, aux détections, cette année-là, je me casse le coude. Je fais un arrêt, mon coude casse, puis il y a le retour, puis je fais le deuxième arrêt avec mon bras cassé, avec mon coude cassé, je fais le deuxième arrêt. Okay. Donc, je me rappelle qu'après, je dois faire 2 opérations, c'est une grosse fracture. Puis quand je reviens au jeu, l'académie me dit, genre, je pense que c'est ça qu'ils m'ont dit, si je me rappelle bien, ils me disent, juste pour cette action-là, nous, on veut que tu viennes t'entraîner avec nous. Donc, je commence à m'entraîner avec l'académie, puis ils finissent par me prendre. Puis, c'est ça, mais je dure même pas 1 an, je dure 10 mois. Puis, une coupe, puis ils prennent la décision de me laisser partir. Ouais. Alors, cette brève période à l'Académie du CF Montréal, justement, quand tu arrives, tu es déjà guéri? Oui, c'est exact. Ouais. J'arrive, tu sais, les détections, c'est en janvier. Ouais. Je me fais mal en janvier, fait que juillet, je suis guéri. Okay. Je joue un peu ma saison d'été, je pense avec Repentigny. Puis là, après, il m'invite, puis je fais l'équipe. Ouais. Et cette période-là, au CF Montréal, c'est quelle génération? C'était l'Impact, c'était la génération 2000. Okay. Il y avait qui? Il y avait Caruso, mon boy à ce jour, mon très bon ami. Gianluca Bianchi. Moi, j'étais proche de Jean-Arnaud Tano, Alexandre Côté, des gars de Sherbrooke. Okay. Parce qu'il y a la Syntex avec moi. Arso Ben Khalifa, père son nom. Il y avait une couple de bons joueurs. Hein. Et dans ce groupe-là, comment tu te forges? Tout se passe bien? Il y avait Sam Saltus, j'étais vraiment proche de lui. Donc, ça se passe bien, honnêtement. Ça se passe bien, surtout au niveau humain. Là, j'ai beaucoup d'amis, mais j'ai pas un rôle important. Je pense que je suis 3e, 4e gardien. Je joue pas les matchs. Donc, c'était vraiment... C'est pas une étape parcours. C'est pas une étape marquante de mon parcours, honnêtement. Okay. Donc, j'ai pas tant de souvenirs, sincèrement. OK. Puis l'aventure va s'arrêter. Sans entrer dans le sensationnel, c'est pourquoi? C'est vraiment 4e gardien, on comptait plus sur toi? Moi, je me rappelle, ils me disent au bilan, on trouve que tu t'es pas assez amélioré. Ils me demandent est-ce que tu t'es amélioré. Puis moi, j'étais comme, je pense que oui. T'sais. Puis, fun fact, le jour de mon bilan, on a entraînement le matin. Puis à la fin de l'entraînement, c'était un interscore. À la fin de l'entraînement, coach Nicolas Gagnon, il appelle les jeunes, puis il dit aujourd'hui, c'était vraiment pas un bon entraînement. Moi, si je suis un recruteur aujourd'hui, il n'y a personne ici que je prends à part 2 joueurs. Joachim Mélier, puis Alexandre Côté, un gars de Sherbrooke.
Donc là, moi, j'étais comme, wow, OK, ben, tu sais, le travail commence à porter ses fruits et tout. Puis ben, la soirée même ou l'après-midi même, ben, il me coupe. Donc, moi, j'étais dévasté à ce jour. À ce jour, je m'en rappelle parce que ça m'a vraiment marqué. Je m'y attendais vraiment pas. Puis, mais ça m'a vraiment forgé. Là. Et ça fait quoi justement à l'ego du jeune joueur qui y croyait vraiment? Parce que on a l'impression que on se dit, il y a le CF Montréal, c'est le seul club professionnel de la province, peut-être une de mes seules opportunités, la porte vient de se fermer. C'est terminé ou au contraire? Ben, de un, l'ego, c'est important de le mentionner parce que surtout à cet âge-là, tu te définis, toute ta personnalité se définit autour de est-ce que tu es un bon joueur de foot ou pas. Que tu sois un bon ami, que tu sois intelligent, que tu sois. Surtout à cet âge-là, le monde, les jeunes, ça leur importe peu. Tout le monde, le meilleur t'es, le meilleur, le plus important t'es, le plus populaire tu es. Non? Donc l'ego, il prend un coup. Maintenant, je pense que cette année-là, quand j'étais à l'académie, je fais un mois en Italie, à Chievo. Donc je commence à aller en Italie. Puis ben, j'entrevois cette possibilité d'aller en Italie, surtout que moi je suis italien, donc j'entrevois cette opportunité. Donc quand je me fais couper, sur le moment, évidemment, comme tu dis, c'est vraiment triste. Mais le jour d'après, je suis comme, OK, bon, comment est-ce que je peux aller jouer en Italie? Puis, ben, finalement, je finis par aller jouer en Italie. Puis, je me rappelle que ma première année en Italie, quand j'étais à Bari, donc 2 ans après avoir été coupé ou 1 an après avoir été coupé par l'académie, ben, je reçois un message de l'académie même qui me disent est-ce que tu voudrais venir faire une semaine à l'académie? On aimerait ça te revoir. Et toi, tu dis quoi à ce moment-là? Je dis non, merci. Non, je suis en Italie, puis merci de l'intérêt, mais je suis pas. Non. Puis justement, le choix qui arrive tout, le fameux départ en Italie. Qu'est-ce qui te pousse à y aller? Est-ce que c'est vraiment plus une question d'opportunité ou c'était on y va au pif? Non, 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 c'est une question d'opportunité. C'est étant italien, ben moi je suis en Italie, puis ben, il y avait des personnes à Montréal qui m'ont amené là-bas, qui m'ont permis d'aller là-bas. Puis ben, c'était aussi, étant jeune, moi j'ai tout le temps été un fan fini de Gianluigi Buffon, de Mattia Perin, de tous les gardiens italiens, du foot italien en général. Donc je savais que l'école de gardiens italienne, c'était la meilleure à mon avis, celle-là à ce jour. Donc moi je le vois vraiment comme une opportunité, puis à ce jour je pense que c'était vraiment un blessing in disguise d'avoir été coupé de l'académie. Puis tu arrives d'abord à Bari. Après, je sais que tu pars à. Faut que tu m'aides avec le nom, hein. Cascarino? Non? Casarano. Casarano. J'étais quand même proche. Pardonnez mon italien, monsieur. Donc, c'est quoi le premier choc que tu ressens en arrivant là-bas? Est-ce que tu étais déjà aussi allé en Italie plus jeune? Oui, c'est justement, je pense que j'y vais une première fois quand j'étais à l'académie, donc j'avais 13-14 ans. Après l'année successive, je commence à aller plus de fois faire des essais. Puis l'année après, donc quand j'avais 15 ou 16, je m'installe définitivement en Italie à Bari, après des essais qui ont porté, qui ont succès, comment ça se dit, qui ont bien été là. Ils ont décidé de me prendre. Puis le choc il est énorme parce que j'arrive dans un niveau qui est pas le mien honnêtement. J'arrive à ce moment-là, Barry est en. Moi je suis avec les U19, donc je suis avec les 98, 97, moi je suis 2000. Parce que le coach et gardien de la Primavera, donc des U19, c'est lui à ce moment-là qui décide, qui voit quelque chose en moi. Donc il dit ben je vais pas l'envoyer avec son groupe d'âge, je vais le garder avec moi comme troisième gardien avec la Primavera parce que je vois quelque chose en lui. Et donc moi, je m'entraîne avec eux. Des fois, je m'entraîne avec le groupe. Le choc est immense parce que, dis-toi, le premier match quand j'arrive, c'était contre la Juventus. Puis l'attaquant en face, c'était Moise Kean. L'entraîneur, c'était Fabio Grosso. Donc, jouait avec des. Je pense que notre équipe Barry, on fait 1-1 pour te dire, contre une équipe vraiment forte. Donc, le niveau était vraiment élevé. Puis, je me rappelle d'avoir pris une bonne claque au visage. Mais ma réaction à ça, ça a été de la première semaine d'entraînement, je me rends compte que genre ils m'ont pris parce qu'ils voient quelque chose en moi, mais genre j'ai vraiment beaucoup de travail à faire. Donc je demande au club de m'entraîner aussi avec mon groupe d'âge. Donc ce qui se passe, c'est que je partais à 1 heure avec les 2000. Je m'entraînais qu'avec les gardiens
qu'avec les gardiens du groupe d'âge des 2000. Puis après, je restais pour l'entraînement d'après pour m'entraîner aussi avec la Primavera, donc avec l'équipe qui était actually la mienne, qui était mon équipe. Donc lui aussi, je pense qu'il voit peut-être un jeune qui est autant déterminé, ben ça sonne une cloche. Donc, ouais. Cette fin que tu parlais en début d'épisode, elle revient là et se forge aussi davantage quand tu vois la différence de niveau. Ben, je me rappelle, première fois qu'on fait un inter-squad avec la première équipe. Donc, la première équipe est en série B. Donc, je m'entraîne un peu, je reçois des frappes du préparateur de la première équipe. Puis, je suis dans le but avec le gardien de la première équipe, qui est titulaire à ce moment-là, Alessandro Michai. Puis, je suis avec lui, puis je prends des frappes, puis je me rends compte que lui, il prend pas un but, moi, je prends que des buts. J'arrive chez nous, puis je me mets à pleurer. Je me dis, ah ouais, je vais jamais jouer dans ma vie, je vais jamais jouer un match professionnel, c'est impossible parce que le gap est ben trop élevé. Puis, donc, ouais, ça a été des moments qui, à ce jour, je me rappelle parce que ça te marque. Et justement, le fait de te retrouver à Paris, de vivre peut-être aussi cette expérience où il y a une différence vraiment de niveau, comment on réussit à la recoller? C'est vraiment par la science du travail, l'éthique de travail? Ouais, par aussi, tu sais, ça, je pense que c'est quelque chose qui est une prédisposition génétique, ta capacité à apprendre. Je pense que ça, je l'avais quand même bonne. Donc, j'étais capable d'hausser mon niveau avec le groupe. Maintenant, tu me demandes, est-ce que arrivé en avril, à la fin de la saison, est-ce que j'étais à leur niveau? Non, mais je m'en approchais beaucoup plus. Donc, ouais. Et finalement, Casarano, comment ça arrive? Casarano, ça arrive que cette année-là, je pense que Barry veut me garder, de ce que le coach de gardien me dit. Mais il y a un problème avec le fait que moi, je pense que j'avais 16 ans, puis ma famille en Italie était à Rome. Donc, pour faire le transfert, c'était compliqué, étant donné que mes tuteurs légaux étaient à Rome, mais mes parents étaient au Canada. Donc, c'était difficile de faire le transfert en deuxième division. Donc, pour des raisons légales, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je finis en cinquième division à Casarano, dans une grosse équipe, un bon club, un beau stade. Puis ça se passe vraiment bien. Puis je me rappelle que cette année-là, tu sais, moi, je savais pas c'était quoi la cinquième division, mais pour te dire la visibilité qu'il y avait, quand je commence à enchaîner des bons matchs, il y avait des matchs que je me faisais dire, ouais, il y avait Bologne des Estrades, il y avait Virtus Entella de la Série B, il y avait Lecce des Estrades. Donc, je pense que c'est ça qui a comme fait un moment marquant du saut de passer de chez les jeunes à chez les grands, même si c'était pas encore professionnel, parce que la cinquième division en Italie n'est pas professionnelle. J'étais quand même chez les grands, jouer devant des milliers de personnes. C'était marquant. Et progressivement, tu arrives à Lecce. Ouais, exact. Donc, cette année-là, on fait bien Casarano. Je pense qu'on finit deuxième meilleure défense du championnat. Donc, je viens Lecce, qui est néo-promu en Série B, qui vient juste de gagner la Série C, décide de me prendre. Le coach de gardien, il m'avait beaucoup aimé. Il m'avait vu une semaine à la fin de la saison à Casarano, à Lecce. Puis, il m'avait beaucoup aimé. Donc, il décide de me prendre avec le groupe, puis il décide de me garder comme troisième gardien en Série B avec eux pour que je fasse toute l'année avec eux. Puis après, voir si ça mène à quelque chose. Puis, toute nous autres, l'année va super bien. Malheureusement, je joue pas. Je joue un peu en réserve avec les 19, mais je joue pas avec la première équipe. Mais on monte en Serie A. Ouais. Donc, double promotion, des émotions que je n'arrive même pas à décrire à ce jour. Puis là, je commence mon parcours professionnel. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis j'y suis ou le plus dur commence? Bah. Non, je me dis le plus dur commence pour de vrai parce qu'après, trouver un prêt, aller jouer en prêt, ça, c'est vraiment dur. Mais je me dis, OK, wow, genre. Surtout à ce moment-là, je pense que quand on gagne la Série B et puis on est promu en Série A, genre, un Canadien, Québécois, Canadien de 19 ans qui n'a jamais été appelé en Ligue nationale, qui n'a jamais été appelé en équipe du Québec même, qui arrive en Série A, c'était quelque chose. Là. Genre, je me dis, wow, OK, j'en ai fait du chemin. Là.
Et durant cette période-là, parce que je me permets d'ouvrir la parenthèse, parce que tu parles justement des jeunes Québécois, jeunes Canada, il n'y a pas les équipes nationales canadiennes, l'équipe nationale qui commence à débuter? Ouais, en série B, l'équipe nationale U20, Ouais. à l'époque, ils m'appellent, je pense en octobre. Puis c'était drôle, puis pour te dire à l'époque comment c'était géré, ils m'appellent, puis ils me disent bon, on t'invite au camp en Floride une semaine. On va en parler avec ton club, fais signer tel papier à ton club. Fait que moi, je vais faire ça, tu sais. Puis, puis je m'appelle que le coach, il m'appelle dans son bureau quand il vient savoir ça. Le head coach, le Fabio Liverani, le coach en chef. Moi, j'y avais jamais parlé. Il m'a jamais adressé la parole. C'était le troisième gardien, le petit jeune. En Italie, c'est comme ça. Il m'appelle dans son bureau. Puis il me dit ouais, fait que tu t'en vas en équipe nationale. Je suis content. Tu vas aller jouer des matchs, ça va te faire du bien. Fais ça bien. Donc, je parlais coach qui vient me dire ça. Wow, ok, c'est intéressant. Ouais. Tu commences à te faire des idées et tout. Puis finalement, je pense 3-4 jours avant de partir, ben, ils me disent oh non, finalement, le billet d'avion, c'est compliqué. Laisse faire. Le club ou la sélection? Non, la sélection nationale canadienne. OK. Ils me donnent un retour de même. Puis, ben, moi, je suis comme, pourquoi vous m'avez fait. À ce moment-là, je me dis, pourquoi vous me faites faire les papiers et tout? Non, c'est pas le point. Pour au final, rien. Pour au final, dites-le moi, si je suis convoqué, convoquez-moi. Sinon, Ouais. parce que même eux, moi, le club est comme, ok, mais il a été convoqué ou pas? Là? Ouais. Donc, ouais, ça, c'était un peu bizarre, mais j'en ai pas fait. C'était pas la fin du monde. Okay. Parce que aussi, performer, ça ne garantit pas aussi une forme de stabilité. Parce que tu vas aller en prêt, tu vas enchaîner aussi les prêts dans les divisions inférieures à la Serie A. Les allers-retours. Comment tu te sens, toi, mentalement, dans tout ça, durant cette série d'années? Bien, honnêtement. Moi, j'aimais ça, surtout à cet âge-là, bouger, puis voir d'autres villes et tout. Maintenant, tu bouges parce que ça va pas trop bien nécessairement. Donc, pour moi, ça allait bien. Pour moi, ça se passait bien. Maintenant, c'est que c'est dur quand tu as 19 ans, 18 ans, faire jouer un jeune gardien. Des clubs en série C qui doivent se maintenir, c'est très rare. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup de gardiens qui jouaient à mon âge. Puis, tu sais, j'arrive, le premier prêt que je fais à Monopoly, j'arrive à la fin du mercato. Un gardien de 30 ans, il y a un gardien qui a 2 ans de plus que moi, puis ils sont déjà un peu là. L'équipe fait bien. Cette année-là, je pense que Monopoly finit deuxième en série C. C'est l'année du COVID. Puis, donc, moi, je m'entraîne, ça se passe vraiment bien. Puis, je me rappelle qu'à un moment donné, le coach, on avait un match de Coupe d'Italie. Puis il me dit tu t'entraînes vraiment bien, prépare-toi parce que ton moment va arriver avec la Coupe d'Italie. Je peux pas te le promettre, mais ton moment il va arriver, puis tiens-toi prêt. Puis il me disait ça pendant une semaine, il me chauffait. Même les capitaines commençaient à m'en parler. Donc là, je me dis OK, nice. Puis arrive le match de Coupe d'Italie à Catanzaro, il dit l'effectif, il dit pas mon nom. Fait que là, je me rappelle, on finit le match, on perd 2-0. J'appelle mon agent, je dis OK, c'est bon, on s'en va. Genre, c'est fini, on s'en va, on part de Monopoly, basta. Donc, je vais en prêt à Nardo, je descends en division, je vais en prêt à Nardo en série D. Ça se passe bien, mais le COVID hit. Donc, je joue, je pense, 8 matchs, même pas. Le COVID hit. Puis, je reviens à Montréal pour le confinement. Puis, la saison reprend. La saison juste de Serie A, c'est la seule division qui reprend en Italie. Okay. Puis, ben, vu que c'était après le 31 juin, le 30 juin, excuse, puis les contrats en Serie A, ils finissaient, ben, tous les contrats pro, ils finissent le 30 juin, ben, eux, ils me disent, regarde, toi, il te reste encore 3 ans à ton contrat, puis le troisième gardien en ce moment à Lecce, son contrat est fini maintenant, puis on ne va pas le renouveler, donc reviens. Donc, j'ai la chance de revenir à Lecce, finir la saison avec eux en Serie A. Donc, cette année-là, je me fais 3e, 4e et première division sur l'arc d'une année. Ouais. Donc, c'était vraiment incroyable. Puis, je me rappelle qu'on finit cette saison-là. Je pense qu'il restait peut-être 10 matchs à la saison. On l'a fini sur 2 mois, je pense. Donc, j'ai fait les deux derniers 3 mois de la fin de la saison avec l'équipe en Serie A. Puis, c'était incroyable. Au début, tu reviens après 2-3 mois de confinement.
Je me rappelle que c'était quelque chose, là, genre, j'étais arrivé à l'entraînement, puis j'ai pris une claque, là, genre... C'est toi, tu n'avais pas le programme, par exemple, que sûrement les J'avais pas le pros avaient. programme, mais Exact. Mais j'avais la trop- mentalité, Ouais, puis ouais. je m'entraînais, puis voilà. Donc je reviens, puis ça, honnêtement, je prends le beat quand même assez rapidement, puis ça se passe vraiment bien, mais malheureusement, on est relégué. Malheureusement, on est relégué, mais je pense que pour moi, c'était un peu une bonne chose parce qu'après, quand on arrive pour le début de la saison d'après en Série B, ben, j'arrive en pré-saison, puis ça commence vraiment bien, puis je commence à être considéré dans les plans, certainement pas comme premier gardien, mais pour rester dans la première équipe, puis peut-être orbiter, peut-être avoir des minutes par-ci par-là. Puis malheureusement, ben, je me blesse pendant la pré-saison. OK. Puis finalement, ben, ils décident à la fin de la pré-saison, vu que j'étais trop longtemps blessé, dès que je reviens de ma blessure, ils me disent ouais, non, on va t'envoyer en prêt parce que tu seras pas prêt, même pas pour peut-être éventuellement dans l'orbite de la première équipe. Tu seras pas prêt, donc on va t'envoyer en prêt comme ça, tu vas avoir des minutes. Donc je retourne en Ardo, parce que ça s'était vraiment bien passé. Ouais. Puis là, je fais une saison complète qui va super bien. Ça, c'est la saison 2020-2021, c'est ça? Exactement. À Nardo? C'est ça. Ouais. Avec 2020-2021. Ouais, exactement. Ouais. Ça se passe. c'est une très bonne saison. J'ai pris la peine de regarder. 14 clean sheets. Exact, record. Hein? Ouais. C'était aussi 30 buts encaissés sur 31 matchs. Ouais. C'est très fort aussi pour un gardien de but. Ouais, on en a pris, je me rappelle, un match, on prend 6 buts, ça une Kimi Stats. C'est l'année de ma vie. Mais non, pour vrai, c'était une bonne saison. On avait une équipe qui devait jouer le maintien, honnêtement, puis on a fini par quasiment jouer les playoffs. On est arrivé à pas beaucoup de points de jouer les playoffs, donc ouais, ça a été une très bonne saison. Après une saison comme ça, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête en tant que gardien de but où on a brillé quand même sur le plan individuel, mais aussi collectivement, ça s'est très bien passé? Absolument. On se dit, après, on regarde des options avec mon agent. Moi, il me restait 2 ans de contrat à Lecce. Lecce, à ce moment-là, est encore en Série B parce qu'ils n'ont pas réussi à être promus à cause qu'ils ont perdu la finale des playoffs pour remonter en Série A. Donc, puis je me rappelle qu'il y avait quand même beaucoup de clubs, même en Série B, qui étaient intéressés, tu sais. D'autres clubs en Série B, mais surtout en Série C. Donc là, moi, je ne prends pas vraiment la décision, mais je sais que je savais à ce moment-là que la Virtus Francavilla venait à chacun de mes matchs puis qu'ils comptaient vraiment investir sur moi. Donc, ils font l'investissement sur moi, puis ils décident, maintenant je ne sais pas les détails de l'opération à ce jour, mais ils trouvent un accord avec Lecce, puis je suis transféré à Francavilla. Puis je signe 2 ans à Francavilla, puis je commence un parcours là-bas. Est-ce que toi tu dis aussi à ce moment-là que l'idéal, c'est peut-être aussi aller en Série C? Moi, je me dis que l'idéal, c'est aller en Série C. Avec du recul, je me demande si c'était si c'était intéressant de garder la forme, de retourner en pré en Série C. Mais sur le moment, je me dis, bon, j'ai déjà été en pré en Série C, puis il y avait la difficulté de comme. Il y a les clubs de Série C qui veulent valoriser leurs joueurs de propriété pour pouvoir les revendre. Donc, je me dis, ben, cette fois-ci, je vais essayer d'aller être un joueur de propriété d'un club de Série C. Puis, c'était vraiment de bon augure. Je me rappelle que j'avais été parmi les 3 premiers joueurs à être annoncés avec l'attaquant de pointe, avec les 2 attaquants de pointe et moi. J'étais le front page des journaux, je me rappelle. Puis, la première chose quand je rencontre le président, il me dit, ben, on ne signe pas 3 ans parce que nous, on veut te vendre le plus vite possible en Série A, en Série B, excuse. On veut te vendre le plus vite possible en Série B, puis c'est ça notre objectif. Donc, on fait juste 2 ans. Donc, c'est ça. Puis, malheureusement, j'arrive à la saison blessée, j'avais une pubalgie. Okay. Donc, ils sont obligés de prendre un autre gardien. Ils prennent un autre gardien vraiment bon. Cette année-là, je joue quelques matchs. Puis, je joue bien, honnêtement, les matchs que je joue cette année-là en Série C. Mais le gardien, il finit meilleur gardien de la Série C, Tom Mazo, non, Billet. Il finit meilleur gardien de la Série C, notre double de la Série C. Donc, chapeau, on fait une super belle saison. On arrive à un moment, on jouait même pour la promotion. Mais ouais, c'est ça. Et ce cycle-là, il dure aussi pour la deuxième année. Ben c'est ça, tu sais, après, je pense que tu sais comment que ça marche le foot. Tu es jugé sur ta saison antérieure, tu sais. Ouais. Ta valeur marchande est définie par qu'est-ce que tu as fait l'année d'avant. Donc l'année d'avant, j'avais joué, je ne sais même pas si j'arrivais à 5 matchs.
à travers 2 grosses blessures, puis Balgé, puis une grosse déchirure au quadriceps. Euh, donc j'arrive en pré-saison à Francavilla pour ma dernière année de contrat, puis là je suis en forme. Je me fais dire par les autres que la pré-saison se passe super bien. Maintenant, le problème, c'est que quand j'arrive là, il avait pris un gardien de mon âge qui avait joué beaucoup de matchs l'année d'avant en Série C. Puis ils prennent un coach des gardiens qu'il connaissait vraiment. Puis je me rappelle le premier jour que j'arrive là à Francavilla, que je reviens pour la saison. Ben, j'entends juste le coach des gardiens dans les couloirs qui dit Mickaël, c'est mon gardien, c'est moi qui l'ai formé, je vais l'amener en Série B. Donc là, il dit ça devant moi. Moi, je le regarde, puis j'appelle mon agent, puis je suis comme, mais c'est pas fair, là. Genre, c'est quoi ça? On est où, là? C'est un cirque? Puis je me rappelle cette pré-saison-là, je me fais dire par les autres que ça se passe super bien. Tout le monde, je me fais même dire qu'ils sont convaincus que je vais peut-être avoir des minutes, je vais peut-être commencer la saison, être titulaire. Le problème, c'est qu'en pré-saison, je fais pas une minute dans les matchs de pré-saison. Je suis deuxième gardien, je fais pas une minute dans les matchs de pré-saison. Puis je pense que tu connais assez le foot, tu sais comment que ça marche. Pré-saison, les 2 gardiens jouent, non? Peut-être pas égal, mais j'ai pas joué une minute en pré-saison. Donc là, je comprends un peu les dynamiques, puis ben, c'est ça. Est-ce que c'est là où tu découvres vraiment les dessous, on va dire, du football, ou tu as déjà eu des expériences similaires pendant ton parcours en Italie? Honnêtement, là, du harcèlement psychologique comme j'en ai vécu à l'époque par mon coach des gardiens, c'était vraiment que c'est une personne plus vieille, plus dans la vieille époque du foot. L'ancienne école. L'ancienne école, je dirais à la rigueur, si la personne était rendue sénile, le coach des gardiens, c'est le coach des gardiens-là. Puis là, je me rends compte que ça, c'est cette année-là qui me fait voir les côtés du foot, que j'avais pas envie de vivre. Le côté un peu plus politique et tout, comme que ça, j'avais pas envie de vivre ça, malgré tout ce que tout le monde disait, j'avais pas envie de. Je m'en étais jamais rendu compte jusqu'à ce moment-là. Puis c'est ça, donc c'est vraiment cette année-là que je me rends compte que je suis pas sûr si je veux jouer au foot toute ma vie. C'est peut-être ça aussi le déclic qui te donne le ras-le-bol. Peut-être, ouais. Sûrement, ouais. Alors justement, à force de tenir, parfois il y a quelque chose qui peut lâcher. Toi, à un moment donné dans ton parcours, est-ce que tu as senti aussi que quelque chose avait changé par rapport à toi, ton rapport au football? Ouais. Ouais, il y avait. Mais tu sais, quand tu commences. Mais ça, je pense que c'est normal. J'en parlais hier avec Garvin puis Sam. Puis il me disait qu'eux écoutent moins de foot maintenant parce que justement, tu baignes tout le temps dans le foot, tu satures un peu. Puis ben, je me rappelle que à ce moment-là, les 2 dernières années, je commençais à moins écouter de foot, à moins juste aimer le foot. Puis je me rappelle que j'ai comme eu l'inverse quand je suis revenu au Québec, puis j'ai commencé à étudier beaucoup plus, à retourner aux études, à beaucoup plus étudier. Ben là, je passais 8 heures dans ma journée à grind sur l'école, à travailler à l'école. Puis là, mon kiff, mon plaisir, c'était d'aller jouer au foot. Donc, c'était comme le contraste avec le monde pro, tu sais. Est-ce que tu as l'impression que, alors en grandissant, le foot, c'était un peu ta légèreté, peut-être. En tant que passionné, tu vivais de football. À force d'être dedans, c'est peut-être devenu aussi ta pesanteur, petit à petit. Ben, c'est à force d'être dedans, mais c'est aussi le fait que maintenant, le ballon, il te donne à manger, là, maintenant. C'est ton gagne-pain, ouais. C'est ce qui paye ton loyer et tout. Donc, il y a comme cette pression additionnelle, là, qui rend ça peut-être un peu moins le fun. Puis, tu sais, c'est comme. Tu sais, quand tu parles à des gars, puis c'est comme tout tourne autour de tu devrais jouer. Ah ouais. Puis, tu sais, quand tu te fais un ami dans une équipe, c'est comme le coach, il le voit pas, mais tu devrais jouer. Puis, toi, tu joues, donc. Tu te fous un peu de sa gueule en lui disant ça, tu sais. Le coach, je l'aime pas, là, il te fait pas jouer, tu devrais jouer, t'as vu comment tu t'entraînes bien, mais toi, il te fait jouer, fait que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais donc il y avait comme toutes ces dynamiques-là que moi, j'étais plus fan, honnêtement. Que je commençais vraiment un peu à me tanner, aussi le fait de comme être juste défini, être réduit à un joueur de football, moi, je n'aimais pas vraiment ça, tu sais. Ça commençait à m'énerver. Est-ce que tu penses que ce sentiment-là, il est arrivé d'un coup ou ça s'est installé lentement?
Non, ça s'installe définitivement. Tu sais. Puis le foot en Italie est tellement omniprésent que ben ici, mettons, tu peux faire autre chose que du foot ou même le monde il t'occupe pas tant que ça si tu joues au foot. Tu sais. Donc Mm. tu peux avoir plein d'autres. Tu peux être reconnu comme autre chose, mais en Italie, c'est vraiment le footballeur, Mm. la personne que tu es. Tu es vraiment un footballeur, puis that's all you are. Tu sais. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es aussi surpris à plus te reconnaître comme joueur ou comme humain? Mais pas, comme joueur, tu dis comme joueur, non, je pense pas. Je pense que j'ai tout le temps aimé quand j'étais sur le terrain m'entraîner fort dans les buts et tout. Comme personne, j'ai vu un changement parce que je me rappelle quand le COVID il frappe, ben, je suis confronté à deux choix. Soit je m'achète une PlayStation ou soit je m'achète des livres. Puis je décide de m'acheter des livres, donc je décide de commencer à lire. Puis j'ai la piqûre de la lecture. Je commence à lire plein de livres et tout, puis je me rends compte qu'il y a plein d'autres choses qui m'intéressent que le foot. Mais quand tu es jeune, la seule chose qui m'intéressait, c'était le foot. Il n'y avait rien d'autre. Mon temps libre, je faisais du foot. Dès que j'avais un moment, je faisais du foot. Puis là, il commence à y avoir d'autres trucs qui m'intéressent. Euh, donc, je vois ce changement-là en tant qu'humain qui est en train d'émerger. Ouais. Est-ce que tu sens que parfois le fait d'arrêter ou de couper, c'est une forme de lucidité? Ben oui, 100%. Ça, absolument. Puis je pense que c'est nécessaire même. Je dis pas, peut-être pas prendre un break de ta carrière comme j'ai fait, mais de, de prendre du moment pour juste t'éloigner du foot quand t'en as pas, quand c'est plus, quand t'es plus en pleine saison, c'est important selon moi. Et si tu devais mettre un mot sur cette période, tu dirais que c'est plus de la fatigue, la saturation, Sur laquelle? sur le fait que tu sentais peut-être le besoin aussi de te Ah ouais. déconnecter un peu du football? Ben, regarde, je pense que c'est avec du recul, c'est facile de tomber dans le biais du narratif, tu sais, puis de dire que genre j'ai arrêté par pur choix. Non, non, c'était aussi un concours de circonstances où ça me tentait pas d'attendre, d'avoir ce moment d'attente où ce que tu trouves pas d'équipe. J'étais un peu, j'étais un peu, j'étais pas serein avec l'incertitude puis la volatilité qui est inhérente au foot, tu sais, puis qui est évident, c'est quasiment sûr, à moins que tu sois dans le top 20% des footballeurs, à un moment donné dans ta carrière, tu vas avoir de la volatilité ou tu n'auras pas de contrat, puis il va falloir que tu sois patient, puis que tu espères trouver de quoi. Puis moi, je voulais pas avoir ce moment-là, donc dès que dès qu'arrive ce moment-là sans club, ben, je me pose pas trop de questions. Je me dis, regarde, je vais pas aller faire des essais à gauche à droite, je vais retourner à l'école, puis il adviendra ce qu'il adviendra. Donc, c'était pas nécessairement de la fatigue ou quoi que ce soit. Là. Et durant toute cette période de doute, est-ce que tu as peut-être douté de ta personne, du joueur que tu étais? Ben, tu sais, veux pas, tu joues pas beaucoup les 2 dernières années. Il y a un peu de doute sur la personne, sur le gardien que je suis. Maintenant, ça se passait tellement bien à l'entraînement, parce que ça se passait vraiment bien à l'entraînement, j'en étais convaincu. Puis, je pense que le fait est que mon dernier match professionnel, il arrive à la fin de ma carrière en Italie. Donc, un des derniers matchs de la saison, j'avais pas joué jusqu'à ce moment-là. Le gardien se blesse, donc je dois jouer. Puis je joue dans un super beau stade à Pescara contre des noms. Aujourd'hui, je me rappelle un des joueurs qui me marque, c'est Hamza Rafia Ouais. qui joue à Lecce maintenant. Ouais. Il marque un but et une belle frappe. Puis, mais je pense que ce match-là, je me sentais vraiment confiant. Puis je me rappelle, à l'échauffement, il y avait une belle pelouse. Je pense qu'il y avait 12 000 personnes ce jour-là. Une belle pelouse, une belle situation. Puis je me disais, waouh, c'est triste quand même d'arrêter. Parce qu'à ce moment-là, je savais que j'arrêtais. Tu sais. Je savais que j'allais difficilement trouver quelque chose après. Euh, mais, euh, mais ouais, là, à ce moment-là, c'est plus de la tristesse. Là. C'est plus de déception. Là. Et est-ce que tu penses que le football, on dit souvent que le football, il prépare mentalement, mais est-ce qu'il peut aussi fragiliser? Bon, absolument. Moi, je ne sais pas à quel point ça te prépare mentalement, honnêtement, parce que dans le football, tu es dans une bulle. Là. Je veux dire, trouve-moi, le football, mais je dis le sport professionnel en général, ou l'industrie du divertissement en général, trouve-moi d'autres endroits où tu travailles 3 heures par jour. Je pense pas qu'il y en ait là. Ouais. Puis tu t'en rends compte quand après le foot finit, puis tu dois aller travailler, puis tu dois aller étudier, puis tu dois faire des vraies journées de 8, 9, 10 heures à étudier, à focus, à grind. Genre. Après, tu te rends compte comment c'est facile, puis que c'est le fun d'être footballeur. Ouais.
Est-ce que tu comprends justement aussi peut-être l'opinion publique qui est plus critique aussi envers les footballeurs? Ah, mais moi, je le suis critique envers les footballeurs. Je Mm. suis le premier à l'être, puis je l'étais peut-être un peu moins avant que je sorte de ce monde-là, mais maintenant que j'ai vécu l'autre revers de la médaille, je suis critique envers les footballeurs, absolument. Mm. On Envers moi. va... Pardon? Envers moi, rendu là, à ce moment-ci. Je vais t'attraper, moi. Je vais regarder les matchs du Super. S'il y a Ah quoi ouais, que ce soit, ça, je vais devenir le... c'est pour ça que j'ai pas les réseaux. Je comprends, tu fais très bien. Puis, on va terminer loin des clubs, loin des contrats. Euh, qui est Joachim Lilly quand il n'est pas gardien? J'étudie à la Polytechnique de Montréal Ok. en génie industriel. Puis, honnêtement, j'aime vraiment ça. Donc, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est dans le monde professionnel. Mettons, j'aime beaucoup ce qui est le côté mathématique, le côté recherche opérationnelle, donc l'optimisation. Donc, ça m'intéresse beaucoup dans, disons, si je jouais pas au foot, là. Hmm. En dehors du foot, mettons, j'aime beaucoup la MMA, donc les arts martiaux mixtes. Ok. Je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Hmm. Est-ce que tu te connais mieux aujourd'hui qu'à, allez, 17, 18 ans? Bon, définitivement. Définitivement, je pense que je sais pas qui vraiment se connaît à cet âge-là. Là. Est-ce que je me connais encore à 25 ans? Bonne question. Mais je me connais mieux, certainement. Il n'y a aucun doute. Et comment tu gères tes émotions quand le football ne te rend pas ce que tu penses ou ce que tu demandes? Ben, tu vois, c'est ça qui est vraiment plaisant d'être à Montréal avec ma famille, ma copine, mes amis. C'est que quand je suis en Italie puis ça se passait pas un entraînement, figure-toi un match, mais si un entraînement se passait pas, ben je revenais chez nous, je dormais pas la nuit. Hmm. Mais je dormais pas la nuit, je me disais comment j'ai pris ce but-là ou comment j'ai raté cette passe-là. Euh, mais maintenant, il y a autre chose que le foot, puis ça me permet de relativiser que de faire autre chose de ma vie que juste du foot. Hmm. Est-ce que tu as aussi appris à t'aimer même quand tu ne joues pas? Est-ce que j'ai aussi, comment? Est-ce que tu as appris à t'aimer même quand tu ne joues pas? Ah, absolument. Mais ça, je pense pas que ça a été. Bah, peut-être, ouais. Ça a peut-être été un enjeu au début quand j'étais jeune, puis je me définissais juste comme joueur de foot. Ouais. Mais oui, 100%. Là, j'ose. À la fin de la journée, moi, je l'ai toujours dit, ce que je veux que mes coéquipiers, que ce que le monde avec qui j'ai joué se rappelle de moi, c'est. Ils peuvent se rappeler de moi, je m'en fous qu'ils se disent que j'étais un bon ou un mauvais gardien, I couldn't care less. Mais je veux qu'ils se rappellent de moi comme un bon coéquipier, comme comme un bon vivant. Donc, ouais, je pense que oui. Et qu'est-ce que cette carrière t'a appris sur la résilience? Ben, dis-toi, ça m'a appris que à l'école, dans le monde du travail, si tu travailles puis tu es honnête dans tes efforts, tu vas quasiment 100%, c'est sûr que tu y arrives. Tu travailles fort, tu vas avoir ton diplôme à la fin de la journée, tu vas avoir une forme de diplôme. Euh, Dans le foot, tu peux travailler aussi fort que tu veux. C'est pas un domaine, c'est pas une science. Donc, il y a plein de facteurs que tu contrôles pas. Puis la chance a un impact tellement plus grand que ce que le monde pense. Que même si tu travailles vraiment fort, même si tu grindes vraiment, les chances sont jamais de ton côté. Puis c'est ce que je retiens le plus de mon expérience. Et qu'est-ce que ta carrière t'a appris sur l'ego d'un footballeur? Ben, que c'est ton ennemi, hein. Que c'est ton ennemi parce que d'un, ça te permet pas d'être self-aware puis d'avoir une bonne comment dire d'être objectif lorsque tu analyses tes performances. Puis aussi, l'ego surtout, c'est que ça va teinter, ça va nuire à ton expérience day-to-day, donc ton self, ta personne, la personne qui vit les expériences va beaucoup moins profiter de son expérience si son ego est trop gros parce qu'à chaque moment que ça ira pas bien, à chaque moment qu'il jouera pas, tu vas juste penser à toi-même puis tu vas pas profiter de ce que le collectif, de ce que les banters,
de taper des barres dans les vestiaires, juste le fait de manger avec les gars, de voyager avec les gars. Ces beaux moments-là, tu vas pas les vivre parce que tu vas tellement être focusé sur ton ego puis te dire ah ouais, comment ça je joue pas, comment ça c'est lui qui joue à la place de moi, comment ça un joueur de mon niveau peut pas être sur le banc, tu sais. Ça va tout venir teinter tes expériences. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune gardien aujourd'hui, ce serait quoi? Fais-toi pas trop de scénarios. Donne le maximum. Ça va, tu vas me dire, ça va sans dire. Mais fais-toi pas trop de scénarios, puis pense pas que chaque chose. Fais pas trop de lien de cause à effet. Pense pas que chaque chose que tu fais va avoir une conséquence directe. Ça se trouve, tu vas travailler le plus fort que tu peux, puis que tu vas tout faire, euh, puis que tu vas tout mettre les chances de ton côté, mais que tu vas quand même pas y arriver. Et par conséquent, assure-toi de t'amuser dans le chemin. Parce que si tu t'amuses pas, puis que tu as fait tout ça, puis que tu n'arrives pas à la fin, tu n'en trouveras pas d'autre. Et pour conclure, c'est quoi la mentale pour Joachim Milly? La mentale, c'est. Si je devais résumer ça, une phrase, ça serait. Te relever à chaque fois. Puis peu importe ce qui arrive, demain est un autre jour, puis t'as aucun autre choix. C'est soit tu t'essayes d'aller de l'avant, ou soit tu stagnes. Peu importe les événements passés. Donc, pour moi, c'est ça la mentale. Joachim Milly, grazie mille. Grazie a te, amico. Ouf, ça c'est dur. On va faire la traduction. Merci à toi, mon ami. Merci, mon gars. Merci pour ton temps, surtout des têtes déplacées. Ils ne le savent pas, mais c'est une journée de verglas aujourd'hui, quand même. Donc, on te remercie. Et pour vous, on se dit à la prochaine. On se voit pour le prochain épisode. Ciao.